cher Michel, chère Martine, chers amis, chère Anne Duvivier. Chère Colette. Ravie absolument d'être ici pour présenter ton dernier roman, Eden Beach, 1970, donc qui est, comme Martine vous l'a dit, sorti aux éditions M&O. Alors Anne Duvivier, c'est votre 5e roman. Il traite de l'émancipation féminine et comme un point très important, il a été magistralement accueilli par la presse puisque Madame Monique Verdusson, qui est chroniqueuse littéraire auprès de la Libre Belgique, lui a accordé 3 étoiles et qu'une pluie d'interviews s'en est suivie, en fait. Vous avez envie de nous parler un peu de ce moment spécial où vous avez vu cet article? C'est vrai que le jour où j'ai acheté la Libre, parce que j'achète le mercredi d'habitude, et puis je suis tombée sur cet article, je suis tombée à la renverse, à vrai dire. Je ne m'y attendais pas du tout, je ne connais pas Monique Verdusson, et donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait très très chaud au cœur. Et c'est vrai qu'ensuite il y a eu quelques interviews, et ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'en suis certaine. Alors nous sommes donc en 1970. Alors où en sont les femmes en 1970? Essayons de nous souvenir de tout cela. Nous sommes bien sûr juste après mai 68. Les frissons de mai 68 sont encore là. Certaines femmes brûlent encore leur soutien-gorge sur la place publique, mais il ne reste quand même pas énormément de choses de mai 68 en fait. D'ailleurs, votre héroïne, Charlotte, en fait, quand vous la décrivez dans sa vie en 1970, vous écrivez ceci. Elle aurait voulu entamer des études d'interprète. Elle est douée pour les langues. Son père l'en a dissuadée. À quoi bon? Un jour, tu te marieras. Son père lui a laissé entendre que les hommes n'aiment pas les femmes trop instruites. Il a clos leur conversation par un « contente-toi d'être jolie » avant de l'inscrire au cours Mélius, une école privée pour jeunes filles de bonne famille. Je suppose que les femmes ici présentes, beaucoup vont se reconnaître un peu dans cette description. Alors en 2 mots, pour résumer un petit peu ce que raconte Eden Beach 1970, Charlotte, elle s'appelle Charlotte, votre héroïne, elle a grandi dans la soie, avec l'ordre plus ou moins implicite d'y rester. D'ailleurs, dans notre petite Belgique, les bonnes familles s'entrecroisent et pour éviter tous les risques, il y a des rallyes organisés dans la bourgeoisie pour éviter toutes mésalliances. Mais à tout ça, il y a quand même 2 petits mais, c'est que la mère de Charlotte est maniaco-dépressive, ce qui fait qu'à la maison, ce n'est pas exactement le parfait ordre bourgeois. Il y a quand même un peu d'animation et peut-être de ressentiment de la part de Charlotte qui veut à tout prix quitter la maison. Et c'est une époque où, pour quitter la maison, mais il était bon pour les filles de se marier. On ne quittait pas la maison comme ça à l'époque. Alors, il y a autre chose en 1970, c'est que c'est le grand mouvement de la démocratisation des études, c'est-à-dire que toutes les classes sociales accèdent à l'université et notre amie Charlotte, plutôt que de courir les rallyes et de chercher le bon petit belge bourgeois, va tomber amoureuse folle d'un hidalgo bardé de diplômes. Et elle va même le suivre aux États-Unis. Et aux États-Unis, là, ce sera immédiatement la catastrophe, parce que Charlotte va se rendre compte que, eh bien, il ne l'aime pas, qu'il l'a épousée parce qu'elle est une fille de bonne famille, qu'il a besoin d'argent, Ça ne s'en rend pas compte, elle va s'en rendre compte après, mais il va la tromper et le lui dire. Il va la tromper, le lui dire, c'est là que j'en venais. Il va la tromper, il va le lui dire. Alors Charlotte, elle n'a pas beaucoup d'expérience de la vie, elle a grandi dans la bourgeoisie, elle ne sait pas exactement comment ça se passe, et c'est le début en fait de la descente aux enfers. Alors dès le voyage de noces, vous écrivez de manière assez amusante,
Un voyage de noces éclair. La chambre du motel sentait la cigarette froide, et si les chutes s'avéraient un spectacle grandiose, leur éclairage rose-bleu ou violet les faisait basculer plutôt du côté de Disneyland. Alors voilà Charlotte, elle est aux États-Unis, elle a suivi cet homme dont elle était amoureuse, elle a pas beaucoup de diplômes, qu'est-ce qu'elle va faire? Rentrer à la maison, ben c'est un peu difficile parce que c'est avouer sa débâcle. Alors, quel plan va imaginer Charlotte? C'est un peu ce que raconte votre roman, on est bien d'accord là-dessus. Alors ma première question, parce que bon, je ne suis pas là moi pour parler, mais bien pour vous entendre. Eden Beach, c'est une histoire à dimension universelle. C'est l'écroulement du mythe de l'amour, en fait, et que faire pour s'en sortir. Alors, pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de situer le roman aux États-Unis? Parce qu'au fond, ça aurait pu se passer au Japon, ça aurait pu se passer à Bruxelles. Pourquoi avoir situé le roman aux États-Unis? Mais parce qu'à cette époque, je vivais aux États-Unis et que donc j'ai vécu ce choc des cultures entre la Belgique, un certain milieu assez conservateur, et puis arriver aux États-Unis sur des campus américains où c'était la guerre du Vietnam, la contestation des jeunes, l'ouverture à la drogue à l'époque. Et donc c'était vraiment un choc culturel que j'ai vécu. Et donc j'ai eu envie d'inscrire cette histoire dans ce pays et pour pouvoir jouer des contrastes. Et donc, Charlotte est aussi partiellement Anne du Vivier ou... En partie, mais pas entièrement. C'est-à-dire que je suis partie du fait de me dire comment c'était d'avoir 20 ans en 1970. Et quand je parle, j'ai des enfants qui sont dans la quarantaine, dont une fille. Et par exemple, la question, pour ne parler que de ça, je parle de la contraception, là, eh bien, une jeune femme d'aujourd'hui de 40 ans n'imagine pas ce que c'était d'avoir 20 ans en 1970 et de ne pas avoir accès à la contraception, parce que c'était le tout début de la pilule. Et c'est une anecdote que je raconte, mais à cette époque-là, les médecins ne les donnaient qu'aux femmes mariées, et donc il fallait trouver une manière d'avoir un médecin complaisant qui lui était peut-être un peu plus libre au niveau de la pensée pour vous en donner. Et donc comment la vie de beaucoup de femmes, en tous les cas, était très, très limitée. À la fois, si une femme tombait enceinte, qu'est-ce qu'elle avait comme choix? Se faire avorter était très très compliqué, voire impossible à l'époque. C'était donc de se marier, et puis sa vie était sur des rails et elle n'avait rien choisi. Et donc j'ai eu envie de parler de cette période charnière, parce que je pense qu'au niveau historique, les années 70, c'était vraiment quelque chose de nouveau qui a commencé à naître et qui permettait aux femmes de choisir leur destinée. Et la situation, au fond, vous paraissait très différente entre les États-Unis et la Belgique? Mais je ne peux parler que de mon expérience personnelle, en tous les cas venant d'un milieu plutôt conservateur et traditionnel. Et puis je me suis retrouvée sur des campus universitaires avec un brassage de personnes qui venaient d'horizons très très différents, et donc le choc était très très grand. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'en Belgique, je pense qu'il y avait des tas d'autres environnements et milieux qui étaient aussi très progressistes. Alors vous êtes là, vous êtes un peu perdu, parce qu'aux États-Unis on est quand même un peu perdu. Ce n'est pas votre culture, ce n'est pas votre milieu. Vous vous retrouvez avec un mari qui vous trompe. On va peut-être parler de Charlotte, parce que c'est pas tout à fait moi, c'est en partie moi, mais pas entièrement. Alors Charlotte est aux États-Unis, son mari la trompe, elle est jeune mariée, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que Charlotte, comment est-ce qu'elle va réagir? Est-ce qu'elle va se jeter aux pieds de son hidalgo, le supplier, l'implorer? Alors elle va avoir une idée, c'est partir loin, c'est-à-dire sur la côte Est, qui est à peut-être 2000 km ou quelque chose comme ça de Chicago, où l'histoire se passe, voire peut-être même 3000 km.
et d'aller là dans une petite station balnéaire que j'ai appelée Eden Beach. Et parce que là, les jeunes, l'été, trouvent du boulot, et donc elle se dit, elle va peut-être pouvoir trouver un petit boulot, un logement, elle va se décarcasser, et elle espère que son mari va sentir, qu'il va s'inquiéter, parce qu'elle ne lui aura pas dit où elle est partie, et qu'il va sentir que vraiment il l'aime et qu'il va vouloir venir la rechercher. Donc ça, c'est son plan. Et au fond, c'est le moment où Charlotte va vraiment découvrir les États-Unis. Alors, ça, c'est un côté que je trouvais extrêmement intéressant dans le roman, c'est qu'il y a une description qui me paraît très juste, puisque je connais bien les États-Unis aussi. La description des États-Unis est tout à fait remarquable. Alors, je me suis posé la question, vous décrivez la condition des Noirs, parce qu'en 1970, on est après, évidemment, le Civil Rights Act, mais la condition des Noirs n'est nulle part, la condition des femmes n'est nulle part non plus, même aux États-Unis, en fait, et ne parlons pas, bien sûr, c'est la guerre du Vietnam, avec toutes les injustices sociales, parce que c'est surtout les enfants pauvres qui vont partir au Vietnam. Donc il y a une espèce de déconfiture sociale de l'Amérique qui reflète un peu la déconfiture de Charlotte. Vous avez fait ça volontairement? Non. De créer, c'est un aspect qui est absolument remarquable du roman, parce qu'on a l'impression que tout se délite, Oui. en fait. En fait, je n'ai pas du tout pensé. Maintenant que tu le dis, je me dis, ah oui, effectivement. Mais quand on écrit, je pense que les choses viennent... moi, je ne réfléchis pas trop quand j'écris, je laisse venir. Donc, ce n'était pas volontaire. Mais je trouve intéressant ce que tu pointes là. Et alors, comment est-ce que ça va se passer quand vous arrivez là dans un milieu qui est totalement inconnu à Charlotte? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais là, elle va trouver un job, elle va servir des hamburgers dans un espèce de petit bistrot, et puis là, elle va rencontrer les uns et les autres, il va y avoir des amis, des gens qui vont l'entourer, en fait, d'une façon assez chaleureuse, parce que l'histoire se passe sur 15 jours. Et donc, petit à petit, elle va découvrir un monde qu'elle ne connaît pas, une façon de penser. Elle va aussi un peu se perdre à certains moments, parce que ça va être assez rock'n'roll aussi, certaines expériences qu'elle va faire. Mais ça va lui faire réaliser qu'on peut vivre autrement que ce pourquoi elle a été programmée, qu'il y a des gens qui pensent d'une autre manière, et donc elle va être bouleversée. Tous ses points de repère vont vaciller. Alors, c'est intéressant parce qu'au fond, on a l'impression que les années 70 pour les femmes, c'était quand même des années particulièrement intéressantes, puisque en général, quand on pense aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment le début de la libération de la femme, alors que ce sont à peine les premiers balbutiements. Mais votre héroïne, elle vit ça quand même plutôt comme une période qui est très difficile, puisqu'elle va perdre absolument... elle va perdre son statut, elle n'a pas d'argent, elle est égarée. Et aussi, c'est la fin de l'époque du prince charmant, en fait. Ah ben oui, elle tombe de haut. Elle tombe de haut. Mais alors, vous décrivez la fin du prince charmant, vous décrivez la lutte au quotidien, mais en même temps, Charlotte va commencer à entendre sa propre voix. Elle va commencer à entendre sa propre voix, entre autres sous la forme du désir. Est-ce que vous pourriez nous expliciter un peu cette libération qui va arriver grâce à la confrontation au réel? Mais elle va d'abord, dans son esprit, elle est mariée, donc elle va tomber amoureuse ou avoir une relation sexuelle, c'est plutôt de cet ordre-là, avec un garçon. Et puis elle va se sentir très mal en se disant, mais non, d'un chien, je suis mariée, j'ai fauté. Enfin, ça va prendre une place énorme dans sa tête. Et puis de fil en aiguille, elle va vivre d'autres choses. Et donc elle ne se reconnaît pas. En tous les cas, ça ne fait pas partie de son éducation, ça ne fait pas partie des valeurs morales qu'on lui a inculquées. Et tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle est en train de vivre des expériences, que peut-être c'est pas si mal que ça. Qu'elle vit des choses chouettes aussi, et donc elle est prise entre culpabilité, en même temps il y a du bon aussi dans ce qu'elle vit, et là aussi
elle va s'éveiller à, oui, à son désir et j'ai envie de dire au désir d'une façon plus large. Qu'est-ce qu'elle va avoir envie de faire de sa vie? Mais ça passe aussi par des rencontres amoureuses et aussi des rencontres amicales qui vont la soutenir dans son questionnement et la bousculer aussi. Oui, nous parlerons de l'amitié, de Oui. l'accent que vous mettez sur Oui. l'amitié, parce que c'est aussi un très très bel aspect du roman. C'est la sororité, la fraternité, tout ça est très très bien décrit. Alors, nous n'allons pas divulgacher, toujours est-il que vous allez vous retrouver à Bruxelles, nous n'allons pas expliquer comment Charlotte va refaire le saut dans l'autre sens, mais ce qui surprend un petit peu, c'est que au fond, elle revient à Bruxelles et la vie reste très dure pour Charlotte. Elle ne va pas rentrer, retrouver un prince charmant, ça ne va pas vraiment s'arranger avec, sans raconter le roman, ça ne va pas vraiment s'arranger. Et donc vous donnez quand même une vision de la condition des femmes qui est finalement assez dure parce qu'elle va rentrer, elle va devoir, il y a pas d'échappatoire, il faut qu'elle gagne sa vie, elle a dans des petits boulots. Comment est-ce que Charlotte va arriver à retomber? Qu'est-ce qu'elle va faire et découvrir? Mais en fait, Charlotte est combative, hein, parce qu'il y a tous ces situations auxquelles elle est confrontée, la perte de ce qu'elle avait imaginé comme vie, mais je trouve qu'elle a une force intérieure, elle ne se laisse pas abattre. Et donc, j'ai envie de dire, c'est un personnage qui rebondit, et qui est un personnage de son temps. Alors, la fin n'est pas un happy end, mais c'est pas non plus catastrophique. Je dirais au contraire, tout d'un coup, elle va se mettre dans une autre réalité. Et comment est-ce qu'elle va pouvoir construire sa vie? Ben oui, effectivement, elle va devoir travailler. Elle n'est plus dans ce milieu où tu as dit elle est née dans la soie. Ben, tout d'un coup, elle n'est plus du tout dans la soie. Mais en même temps, elle ne se plaint pas de ça. C'est le prix à payer pour la liberté. C'est ça. Donc le happy end, c'est au fond, c'est la découverte de ses élans vitaux. C'est la découverte de sa vie. Oui, donc vous considérez que votre roman, c'est un happy end? Oui. Oui. Alors, j'ai été frappée par le fait que ce roman, vous le dédiez à votre fille et à vos petites filles, parce oui, que il y en a deux. Il y en a deux, c'est cela. Alors, ce livre est une ode à l'amitié, parce que au fond, si l'histoire ne tourne pas au drame, c'est aussi parce que vous allez à droite et à gauche trouver des mains tendues, que vous allez avoir l'intelligence de saisir, bien entendu. Et est-ce que ce roman, au fond, est une ode à l'amitié? Et que si sur le plan amoureux, c'est un peu douloureux, par contre, sur le plan des amitiés, c'est plutôt formidable. Est-ce que c'est ça le message que vous voulez faire passer à votre fille, mais qui a déjà un certain âge, bien sûr, mais aussi à votre petite fille, c'est que peut-être dans la vie, il faut arrêter d'attendre le prince charmant et aussi compter beaucoup, beaucoup sur l'amitié. Est-ce que c'est un des messages du livre? C'est peut-être un message, c'était en tous les cas pas volontaire, mais peut-être que le livre montre qu'on peut trouver des relais dans l'existence et que quand on a des coups durs dans certains domaines, mais il y a d'autres domaines dans lesquels on peut compter sur certaines personnes, on a des ressources autour de soi et dans son environnement. La raison pour laquelle j'ai mis ça pour ma fille et ma petite fille, c'est pour qu'elle n'oublie pas que le combat des femmes, c'était il n'y a pas si longtemps, et qu'on vient de loin. Et donc j'avais quand même envie de leur parler de ça aussi. C'est ça. Est-ce que vous aviez aussi envie de leur dire que aujourd'hui c'est MeToo, enfin, hein? Oui, maintenant aujourd'hui c'est encore autre chose. Le féminisme d'aujourd'hui est encore tout autre. Mais ça c'est un autre débat. Ça c'est vraiment le b.a.-ba du féminisme. Vous aviez envie de leur expliquer la route? Non, plus de témoigner. Plus que d'expliquer, de témoigner, de dire voilà comment c'était. Bien, vous sortez un roman plus ou moins tous les 2 ans, Anne.
Oui. Alors, je suppose que celui-ci est sorti au début de l'année. Vous en avez un autre en préparation? Oui, mais je ne suis pas contente, je dois y retravailler. Ah bon, donc nous ne saurons rien? Pas pour le moment, pas pour le moment. Merci Anne Vivier. Merci Colette. Merci.